Donc, bonsoir. Juste pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. D'abord, on va se présenter chacune avec Camille. Après, on va vous faire une présentation d'un outil qu'on trouve toutes les deux relativement formidable, qui est le Sketchnote, qui est un outil qui aide à la mémorisation, qui, au-delà d'être esthétique, a vraiment une application pratique, que ce soit pour des apprenants, que ce soit pour des personnes qui entendent passer un message. Et ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire une démonstration en traitant la problématique qui est assez prégnante dans la société à l'heure actuelle, qui est celle de l'économie et de l'écologie. Par contre, le but réellement de cette démonstration, c'est de vous montrer à quel point le Sketchnote est un outil intéressant. La démonstration, elle sera relativement brève, puisqu'on ne peut pas juste en 1 heure, et encore on aura moins, appréhender la problématique écologie-économie. Le choix qu'on a fait, c'est ce qu'on avait proposé à Citéco, c'était réellement de le traiter au niveau terminal, c'est-à-dire par rapport aux attendus du référentiel éducation nationale sur cette problématique-là. Donc le but, c'est pas de lancer un débat, c'est quelque chose qui est beaucoup trop prégnant et on n'aurait pas le temps. Le but vraiment, c'est de s'attacher à l'outil qui est le Sketchnote. Et à la suite de cette présentation, nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est avoir un temps de parole avec vous, que justement vous puissiez interroger l'outil, savoir si c'est quelque chose qui est transposable dans vos pratiques professionnelles, si c'est quelque chose que vous estimez transposable même dans l'apprentissage pour vos propres enfants, etc. Voilà comment vont se dérouler les choses. Donc juste pour commencer, au niveau je vais me présenter. Donc, je m'appelle Claire Fuma, comme on vous l'a dit. J'ai longtemps été formatrice en droit, en économie et en analyse financière, plutôt dans les entreprises et en école de commerce. Et je suis partie après enseigner pendant 1 an la science économique et sociale dans un lycée français à Montréal. Et c'était la première fois que j'étais confrontée au fait que je ne pouvais pas, comme quand je donne mes formations, arriver avec mes propres supports, puisque le référentiel éducation nationale est relativement lourd, tant sur le fond que sur la forme, et où j'étais confrontée à la rigidité de ce que moi j'appellerais l'éducation catalogue, en fait, l'enseignement catalogue, notamment en économie, c'est-à-dire qu'on apprend une notion, on passe à la suivante, encore à la suivante, et encore à la suivante, et on ne crée pas de lien sur tout ça. Quand je suis rentrée de Montréal, j'ai arrêté d'être formatrice justement sur le fond et j'ai plutôt entendu m'intéresser à l'outil pédagogique et c'est là où j'ai proposé à différents éditeurs justement qu'on traite le référentiel éducation nationale sous forme de bande dessinée. Donc c'est là où on a sorti la bande dessinée, la collection, toute l'éco et toute la socio en BD. Et puis avec Debout, on s'est posé la question de se dire, ben tiens, la matière économique est relativement intéressante, relativement dense, et pour la simplifier, pour la rendre accessible à tout le monde, est-ce qu'on n'en ferait pas un manuel entier où on traite la plupart des problématiques économiques, mais sous forme de sketchnoting? Et donc on avait fait le pari de se dire qu'on pouvait sortir l'intégralité d'un livre là-dessus, et c'est dans le cadre de la parution de ce livre-là que j'ai été invitée ce soir. Voilà, pour vous montrer justement comment fonctionne le sketchnote. Et donc Camille va illustrer les propos en direct. Oui. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à l'équipe Citéco pour leur accueil ce week-end. Donc, je suis Camille Aubry et je suis illustratrice et sketchnoteuse. Je vis et travaille à Bristol, donc je suis sur Paris ce week-end pour le festival. Et moi, j'ai une approche très différente de Claire pour ce qui est du sketchnoting, puisque je viens du milieu de l'illustration, pas du tout du milieu de l'économie. Mon métier, c'est donc de capturer en temps réel, par le biais du dessin, des événements culturels, universitaires. Donc ça peut être sur des sujets très variés, par exemple médical, social, créativité, digital, etc. L'économie ce week-end. Et ce que je fais, c'est donc de créer des résumés illustrés afin d'offrir une trace visuelle durable et accessible de tous ces événements. Et en parallèle de ma pratique de sketchnoting, je suis également illustratrice, donc de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire pas en direct, pas en temps réel, tout ce qu'on appelle illustration éditoriale pour les livres, magazines, etc. Et donc ce soir, pour le besoin de notre petite présentation, ça va être assez différent en fait pour moi, puisque pour les besoins de la démonstration, je sais déjà de quoi Claire va parler. J'ai même une anti-sèche, donc il y a certains éléments de structure qui ont été préparés en avance. Donc voilà, je connais déjà ce contenu. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ça, c'est parce qu'on voulait partager avec vous les dessous de la pratique du sketchnote. En revanche, vous allez me retrouver sur certaines conférences durant ce week-end où je vais faire du sketchnoting. Là, ça va être du dessin live. Je ne sais pas à l'avance de quoi ils vont parler. Donc, vous aurez le loisir d'observer les différences. Voilà. Merci.
Du coup, déjà, juste une question. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que le sketchnote? Pour vous, quelle réalité vous mettez derrière le sketchnote? Pas du tout. Alors, c'est une sorte de mind mapping où, justement, contrairement au mind mapping, le mind mapping, vous partez toujours du centre et vous avez une structure qui est déjà intégralement posée. Et au final, le sketchnote est beaucoup plus libre dans les structures que ça peut avoir après. Le sketchnote, c'est ce qu'on va appeler une prise de notes visuelle. Sketch, ça veut dire esquisse, croquis. Note, c'est le fait de prendre des notes dynamiques. L'idée, c'est réellement d'organiser des informations de manière originale. L'intégralité des supports peuvent être sketchnotés derrière. L'intégralité des matières, tout ce qui a un lien logique au final peut être sketchnoté. Quand vous êtes sur quelque chose d'historique, vous avez un lien logique qui est juste le déroulement des choses, qui prête à du sketchnote. Quand vous êtes sur de l'économie ou sur des maths, vous avez des logiques qui ont une structure propre qui peut être sketchnotée, etc. Le sketchnote, c'est quelque chose que vous allez avoir tant au niveau didactique, c'est-à-dire pour des élèves, pour des élèves même de tout niveau. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes anciens élèves qui me disent nous, on se sert du sketchnote parce que j'avais appris à mes élèves en SES à le faire, qui me disent nous, on s'en sert encore pour prendre nos notes à la fac, puisque ça nous permet en fait d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus pratique pour mémoriser derrière. Vous avez les conférences maintenant qui font beaucoup l'objet de sketchnoting. Le but, c'est d'avoir un visuel où à la fin de la conférence, vous voyez l'intégralité des idées qui ont été développées. Mais au-delà de voir l'intégralité des idées qui ont été développées, vous voyez le lien entre chacune des idées. Vous avez aussi pas mal maintenant les municipalités ou les institutions qui ont recours au sketchnoting quand ils veulent passer dans leur magazine différentes idées, différents concepts à leurs administrés. Et le but, réellement, c'est d'avoir un support. Alors, au-delà de développer la créativité, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa même de proposer à des élèves que plutôt d'écrire l'intégralité de leur cours en plus petit, avec plein de couleurs, sur une petite fiche, ce qui est esthétiquement pas terrible et voire pas très efficace pour la mémorisation. Ce qui est assez chouette, c'est que là, vous leur montrez que sur une matière qui peut paraître assez compliquée, on peut aussi développer une certaine créativité. Vous avez aussi le fait que vous pouvez sketchnoter quelque chose de manière efficace que si vous avez réellement compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire que nous, en tant que prof à Montréal, donc du coup, on avait introduit le sketchnoting et à la fin de chaque chapitre, on demandait aux élèves de sketchnoter l'intégralité du chapitre qu'on venait de faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez directement un visuel qui vous permet de savoir si l'élève a réellement compris le cours. L'idée, elle est toute bête, c'est que s'il met une flèche de quelque chose qui va à quelque chose alors que ça n'a aucun rapport, c'est pas possible. S'il met un titre de la même manière alors que les deux choses sont pas alternatives, mais que c'était un sous-titre qui aurait dû être en dessous, etc., vous voyez directement avec le visuel s'il a compris le cours. Et vous avez donc du coup la possibilité de rectifier avant n'importe quel examen le fait que les notions, il les ait pas liées correctement. Donc c'est un aspect de structurer le discours. Moi, à l'heure actuelle, quand je travaille pour différentes municipalités qui nous demandent de faire du sketchnote, on a un pavé, on a une dizaine de pages, et ils nous demandent un visuel en une page. Le but, quand on va monter la structure du sketchnote, ça va être réellement de se dire, j'ai tout ça, il va falloir que je fasse des parties, des sous-parties, mais au-delà du simple partie, sous-partie, vous pouvez avoir sur un document Word, il va falloir que je lie les idées entre elles pour que le visuel ait un sens à la fin. Et du coup, le sketchnote, donc vous avez la notion dessin, la notion texte, mais ce n'est pas juste parce que vous avez du dessin et parce que vous avez du texte que vous êtes face à un réel sketchnote. Vous avez différents ingrédients de sketchnote que va nous montrer Camille au fur et à mesure. Vous avez donc déjà le texte donc, qui va vous servir de base. Vous avez de l'illustration, donc qui est hyper importante. L'illustration, vous avez du pictogramme. Le pictogramme, ce qui est assez important, c'est que ça va être votre vocabulaire visuel pour transmettre des idées. Par exemple, vous mettez une ampoule, vous savez que vous êtes face à une idée qui est assez importante et qu'il va falloir que la personne s'appuie dessus. Vous avez des personnages en action. Par exemple, on avait fait des visuels, par exemple, pour de la psychologie pour des enfants, plutôt que pour apprendre les émotions, etc. Plutôt que de dire littéralement l'enfant est triste, vous mettez un personnage qui est triste en dessin, ça parle beaucoup plus, et vous avez la possibilité d'appréhender l'idée beaucoup plus facilement. Au-delà du simple dessin, vous avez la typographie qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que la typographie différente va vous amener à comprendre que vous avez différentes parties dans l'intégralité du document. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est éléments de structure. Dans les éléments de structure, vous avez des bannières,
vous avez les séparateurs, vous avez tout ce qui est conteneur. Et pareil, le conteneur, par exemple, vous pouvez avoir des conteneurs en nuage. Vous savez très bien que si vous avez 2 conteneurs en nuage sur le visuel, ça veut dire que ces 2 idées-là sont développées au même niveau. Donc ça, plus la typographie, vous permet de hiérarchiser correctement les choses. Et vous avez ce qui est hyper important, et ce que vous n'avez pas dans du mind mapping, par exemple, c'est que vous avez les flèches et vous avez les puces. Et à partir du moment où vous avez des flèches, elles vont vous permettre de lier les concepts. Par exemple, on s'était amusé à monter tout un sketch note qui était sur la crise de 2018 et sur qu'est-ce qui a fait que cette crise américaine, qui était au départ une crise du crédit américain, comment c'est possible que ça soit retrouvé sur l'intégralité des marchés financiers et comment c'est possible que cette crise, qui aurait pu être juste une crise du crédit américain, se retrouve à être une crise financière mondiale. Et c'est hyper intéressant et c'est là où justement vous êtes sur du visuel où les flèches, c'est hyper important puisque vous avez réellement une chose qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et vous avez même un cercle vicieux qui se met en route. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on donne des formations justement de sketch notes assez régulièrement à des gens en entreprise, et la première remarque que font les gens en général, c'est « ouais, mais je ne sais pas dessiner ». Bon, déjà, souvent les gens disent qu'ils ne savent pas dessiner alors qu'ils savent un peu dessiner. Et moi, quand je fais du sketchnoting, sauf quand je m'en sers pour moi ou quand je m'en sers pour mes enfants, je fais des personnages bâtons et ça va très bien. Je fais des ampoules qui ne sont pas des ampoules extraordinaires, mais l'idée, elle y est. Donc n'importe quelle personne peut se saisir du sketchnoting. L'idée, c'est que si vous regardez, si vous tapez sketchnote même sur Internet, vous pouvez avoir des visuels qui sont juste magnifiques. Clairement, vous avez des illustrations magnifiques, etc. Mais la structure ne saute pas aux yeux. Ce qui est hyper important, c'est de comprendre que dans le sketchnote, le dessin, il est au service de la structure. Puisque le but de cet outil-là, c'est clairement qu'en le regardant, en le photographiant, vous ayez compris l'idée, vous ayez compris les notions qui vont découler les unes des autres. Donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose de magnifique s'il n'est pas structuré, ça n'a aucun sens, en tout cas dans l'utilisation de l'outil du sketchnoting. Après, vous avez des gens comme Camille qui savent sketchnoter et qui savent aussi dessiner, donc ça c'est plutôt chouette. Mais tout ça pour dire que n'importe quelle personne, même si elle ne sait pas dessiner, elle peut s'en servir. Et c'est un outil assez formidable. Voilà. Et du coup, voilà, n'hésitez pas, même quand vous avez une problématique, quand vous assistez à une réunion, souvent vous devez faire des comptes rendus de réunion ou des trucs où concrètement, à lire, c'est un peu pénible. Peut-être que même dans vos pratiques professionnelles, vous pouvez essayer de vous en saisir et essayer de vous dire, bon, bah, tiens, là, je vais essayer de faire du visuel intéressant. Et le proposer et montrer, et vous allez voir que bien souvent, les gens vous disent « Ah ben ouais, déjà, tu as bien compris la conférence » et ça se voit en 2 secondes parce que tu as bien su ressortir les trucs intéressants. Et en plus, ce qui est génial, c'est que effectivement, si on se sert de ton support, on va mémoriser l'intégralité de ce qu'il y a dans la conférence juste en le regardant, alors que si on avait eu 3 pages d'un document Word, ben, probablement qu'on n'aurait pas fait le même effort et que la mémorisation n'aurait pas été la même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant l'outil lui-même? Oui. Alors, vous avez la facilitation graphique où il y a une prise de notes en direct, mais pour vous, quand vous assistez à une réunion ou à n'importe quelle conférence, ce qui peut être chouette, c'est de prendre des notes. C'est très compliqué de le faire en direct, surtout si vous voulez avoir un document assez exhaustif par rapport à ce qui s'est dit. Donc, ce qui est assez chouette, c'est de prendre de la note relativement classique en utilisant un max de pictos, etc., pour essayer de simplifier la prise de notes et pour avoir un maximum de choses, ou alors même l'enregistrer à la limite. Et après, à tête reposée, vous vous mettez chez vous et vous essayez justement d'en faire un visuel. Et c'est assez marrant même d'assister à la même conférence ou à la même réunion et de se dire, bah, tiens, on va chacun dans notre coin essayer de faire un visuel dessus. Et vous voyez que, et ce qui est assez marrant aussi, c'est que la façon de penser des personnes, elle transparaît énormément dans leur manière de sketchnoter les choses. Vous allez avoir les gens qui vont se servir de structures plus basiques, où vous avez un titre, des puces et quelque chose en dessous, et un truc qui est vraiment comme ça. Vous allez avoir des gens qui vont dire, ben, moi je préfère quand on procède par étapes, et qui vont dessiner un espèce de chemin pour faire différentes étapes. Comme vous allez avoir les gens qui vont utiliser de la métaphore. Par exemple, on vous demande de sketchnoter un truc, vous avez vu un documentaire sur la montagne, sur les bienfaits... sur le bienfait, par exemple, du tourisme en montagne, vous avez des gens qui s'amusent, quand ils le sketchnotent derrière, à dessiner une montagne et à mettre des petits drapeaux. Et dans les drapeaux, vous avez les différentes idées et vous avez toute cette scène de métaphore de la montagne derrière qui permet de se rappeler du thème qui a été abordé. En fait, ce qui est assez chouette, c'est de se dire que vous êtes libre.
La seule chose, c'est que votre support sera un sketch-note efficace à la fin, si en regardant votre visuel, on a compris l'intégralité de la conférence qui s'était déroulée, ou l'intégralité de la réunion. Le sketch-note est utilisé aussi des fois en entreprise pour de la prise de décision. C'est-à-dire que vous avez une problématique relativement complexe et vous avez le pour, le contre, etc. Vous avez tout qui se mélange dans la réunion avec des gens qui interviennent, qui disent oui mais non, d'autres qui vont vous dire oui mais ça c'est super, etc. Et ce qui est assez chouette, c'est de poser un sketch note à la fin sur les avantages, les inconvénients. Et généralement, ce genre de visuel, vous avez des personnes qui vous disent pour de la prise de décision, ça m'a beaucoup aidé. Alors que si j'avais eu un laïus, tout un texte écrit sur l'intégralité des avantages et des inconvénients, pour me positionner là-dessus, ça aurait été plus compliqué. Donc le faire en direct, c'est un métier très particulier de facilitation graphique. Et moi, à titre perso, je ne fais jamais en direct. Je ne serais pas capable de le faire. Camille le sait le faire, c'est son métier. Mais les personnes qui vont s'en saisir, en général, ne vont pas faire en direct dès le début. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le mécanisme? Ouais. Du coup, là, nous, ce qu'on avait choisi, c'est de vous parler d'économie et d'écologie. Alors, c'est un sujet relativement brûlant. Là, aujourd'hui, vous voyez toute la problématique des méga-bassines, la problématique de l'agriculture intensive, la problématique d'entreprises où on se retrouve face à une entreprise qu'on dit polluante et les gens vous disent « bah oui, mais vous êtes bien gentil, mais à côté de ça, ça crée de l'emploi ». À côté de ça, du coup, dans le bassin économique, c'est quelque chose d'important. Donc, vous êtes bien gentil avec votre écologie, mais moi, ça ne m'impacte pas parce que dans la vision court-termiste, ça sert à quelque chose. Et du coup, on est sur deux réalités complètement différentes et qu'on essaye de concilier. C'est l'écologie qui va vouloir avoir une vision à long terme et l'économie telle qu'on l'appréhende actuellement, puisque ce n'est pas non plus juste l'économie tout le temps, mais l'économie telle qu'on l'appréhende actuellement, qui est un peu une vision beaucoup plus court-termiste, où on essaye, dans un système qui ne va pas super bien, de faire perdurer les choses, alors qu'on sait que finalement, il faudrait peut-être avoir une révolution un peu plus systémique du système. Et du coup, là, la problématique économie-écologie, elle ne s'est pas posée tout de suite. L'économie, les systèmes de marché dans lesquels on repose aujourd'hui, c'est un système où forcément, il doit y avoir une croissance économique pour que le système fonctionne. La croissance économique, c'est ni plus ni moins que l'augmentation sur un long terme du PIB, donc de la production d'un pays. Une augmentation relativement soutenue. Augmentation de production, si on s'intéresse à ce que ça sous-tend au niveau écologique, ça sous-tend en fait qu'on va prélever de plus en plus de matières naturelles pour servir à l'économie. Et vous avez à côté donc l'écologie qui est une doctrine et je peux t'aider. Et la doctrine écologique, en fait, elle va plutôt dire qu'il faut impérativement concilier les intérêts des individus et l'environnement. L'idée étant qu'il faudrait minimiser au maximum l'impact qu'a l'individu sur son environnement, tout en sachant que vivre, c'est forcément, entre guillemets, consommer de l'environnement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus nier la personne qui a zéro impact sur l'environnement, ça n'existe pas. Et la question de l'économie et de l'écologie ne s'est pas posée au départ. Et si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, le but c'était on relance la machine, on a une ère industrielle, etc. Et l'impact que ça pouvait avoir sur l'économie ne s'est jamais posé. C'est en 1970 qu'on a commencé un peu à appréhender les choses. Et vous avez le rapport Mido qui va dire, en fait, comment voulez-vous qu'on ait une croissance économique infinie sur une planète où les ressources sont limitées? Et effectivement, vu que l'économie demande de prélever de la matière première, on ne peut pas avoir une croissance économique infinie si on a des ressources qui sont limitées. Et c'est là où on s'est dit, mais mince, en fait, on s'est trompé de paradigme au départ en pensant que la croissance, ça allait nous sauver. Ben oui, mais la croissance, ça ne peut pas sauver si, à long terme, ça détruit l'environnement. Et donc, sont posées les questions, quelles sont les limites écologiques à la croissance économique? Et ces deux termes qu'avant on appréhendait sans trop les mettre en parallèle, là on s'est dit, mais en fait, l'un impacte l'autre et l'autre impacte l'un, donc forcément, il faut faire quelque chose. Et donc vous avez tous les gens qui vont s'interroger là-dessus, et on va voir apparaître deux limites fondamentales entre l'écologie et l'économie. La première, ça va être l'épuisement des ressources, puisqu'effectivement, on prélève de la ressource.
Et la deuxième, ça va être ce qu'on appelle les externalités négatives, ça va être les impacts négatifs du système productif lui-même. Pour l'épuisement des ressources, au début, il y avait quelque chose d'un relativement hypocrite dans l'épuisement des ressources, c'est qu'on disait « oui, mais en fait, on s'en fiche sur certaines ressources, c'est pas un problème puisqu'elles sont renouvelables ». Donc arrêtez, je veux dire, la laine, on en aura tout le temps, du bois, on en aura tout le temps, des ressources halieutiques, dont les poissons, tout ça, on en aura tout le temps, on est sur du renouvelable. Sauf que oui, c'est renouvelable si on laisse le temps que ça se renouvelle. Et là, vous avez par exemple l'ONU qui a rendu un rapport l'année dernière et qui disait que 30% des espèces de poissons étaient en surpêche, ce qui suppose en fait qu'elles sont vouées à disparaître à plus ou moins long terme. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on prélève trop, alors oui, là, tout de suite, dans quelque chose d'une vision court-termiste, oui, ça va bien. Mais dans le long terme, de toute façon, ce commerce-là ne pourra plus exister si la matière première qui le fait survivre, il n'existe plus. Et là, vous avez eu la notion du jour de dépassement qui est apparue. Je ne sais pas si ça vous parle, mais chaque année, on vous dit ça y est, c'est aujourd'hui, quoi. Et à partir de demain, la planète vit à crédit. Le jour de dépassement, c'est ni plus ni moins le jour où on estime que l'humanité a consommé sur une année le maximum de ressources qu'elle peut pour que ça puisse être renouvelable l'année suivante. Et on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit généralement les gros titres dans les médias, c'est à partir d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Et en 2022, par exemple, le jour de dépassement était le 28 juillet. Ce qui veut dire qu'en fait, l'intégralité des ressources que vous allez prélever derrière, elles n'ont pas la capacité à être renouvelées pour les années d'après. Donc, ce qui est relativement préoccupant. Donc, même sur de la ressource renouvelable, le problème, ce n'est pas tant qu'on en prenne, c'est la quantité qu'on en prend et à quelle fréquence on en prend, qui fait qu'en fait, elle n'a plus le temps de se renouveler. Et puis, vous avez des ressources qui ne sont pas renouvelables, et qui pourtant, c'est tous les minerais, etc., qui pourtant sont quand même à la base de notre économie. Et là, vous voyez notre volonté de nous affranchir de la problématique du pétrole, parce qu'on sait bien que ce n'est pas renouvelable. Un jour, on n'en aura plus. Et pour les ressources renouvelables, pour essayer de checker un peu les choses, on regarde la capacité, l'extraction dont on a besoin dans notre économie, et on regarde les stocks présumés ou qu'on connaît de cette matière-là, pour estimer le moment à partir duquel il n'y aura plus de cette matière. Et vous avez un rapport donc, qui est relativement décrié, mais qui disait par exemple que pour l'or, qui est une matière qui est pas mal extraite, on estime par rapport aux gisements qu'on connaît encore à l'heure actuelle, qu'en 2025, il devrait être complètement épuisé. Ce qui veut dire que sur cette matière-là, soit on trouve d'autres gisements, et pour l'instant on ne les a pas, il n'y en a même pas des présumés, soit à partir de 2025, l'extraction de l'or, c'est fini. Et c'est marrant parce que 2025, c'est quand même demain. Enfin, je veux dire, et petit à petit, vous avez toutes ces matières comme ça, où on va dire, bon, bah ok, mais tout ton système économique, il faut que tu revoies les choses, parce que de toute façon, il marche avec une matière première qui n'existe plus. Et donc, c'est là où on voit la limite. Par exemple, vous avez la limite du sable. Il y a un gros combat qui est fait à l'heure actuelle pour le sable. C'est la matière principale pour le bâtiment, ok. Sauf que maintenant, on n'en trouve pas. C'est qu'au bout d'un moment, on en arrive à puiser même du sable dans les sous-sols, etc., pour essayer d'en avoir, pour pouvoir maintenir les constructions, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, quand il n'y en aura plus, ça ne sera plus possible. On vous dira, ben oui, mais on va passer au bois. Super, on n'est quand même pas sur le même matériau. Et puis, se reposera la question du bois, parce que quand bien même il est renouvelable, si on veut remplacer le sable par le bois, eh ben, au bout d'un moment, il n'y en aura plus parce qu'on en extraira trop. Et qu'on ne peut pas planter partout pour de la construction future. Donc c'est là où on appréhende vraiment, par rapport à l'épuisement des ressources, notre capacité à devoir réinventer un système économique derrière ou réinventer la façon dont on puise dans ces ressources-là, puisque du coup, on n'aura pas quelque chose de pérenne, même pour des ressources qui sont dites renouvelables. Et l'autre problématique qui était vue, l'autre limite qu'on avait vue par rapport à l'écologie et l'économie, c'est celle des externalités négatives. Les externalités négatives, c'est le fait, ni plus ni moins, que par notre activité économique, on va créer des nuisances au niveau de la planète et au niveau des tiers sans avoir à payer de contrepartie. C'est par exemple, c'est assez intéressant parce que on dit beaucoup, par exemple, que la culture bio, c'est beaucoup plus cher par rapport à du conventionnel. Effectivement, sur les prix des marchés à l'heure actuelle, vous avez les produits bio beaucoup plus chers que du conventionnel. Sauf que si ceux qui produisent du conventionnel, on les obligeait à prendre en considération les externalités négatives qu'ils produisent,
c'est-à-dire soit en les taxant de manière supplémentaire en se disant du coup que les amendes perçues vont permettre peut-être de lancer des actions de dépollution, etc., soit en les forçant à dépolluer. Mais si ça, c'était inclus réellement dans une logique de marché, au final, la culture conventionnelle coûte beaucoup plus cher. La seule chose qui fait que le conventionnel est moins cher, c'est que les externalités négatives ne sont pas prises en charge par le marché. Et c'est une des grosses limites du marché. Et c'est là où on voit qu'au final, les conséquences négatives, elles ne sont pas prises en charge par le marché, donc elles ne sont pas payées. Mais à long terme, ça ne va pas pouvoir durer. Donc toutes ces externalités, vous avez la problématique du réchauffement climatique, et qui est clairement due à une émission beaucoup trop importante de CO2, et du coup vous avez les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire la montée des océans, c'est-à-dire des épisodes météorologiques catastrophiques, etc. Et puis vous avez aussi donc les pollutions qui sont dues au système productif lui-même, et vous avez les catastrophes avec des accidents, comme on a pu avoir à Tchernobyl, comme vous avez pu avoir Lubrizol l'année dernière, etc. Et du coup, on voit bien que si vous gardez la problématique pollution, la problématique réchauffement climatique et les accidents qu'on peut avoir, vous impactez directement le facteur humain, c'est-à-dire que vous avez des maladies qui se développent, vous avez des problématiques de santé humaine qui se développent, et vous impactez directement le facteur capital, puisque effectivement, on le voit avec l'agro-industrie, quand vous avez des sols qui sont complètement perdus, ils sont complètement perdus. Et ces deux facteurs-là, quand on fait de l'économie, c'est les deux facteurs de production qu'on a. Donc en fait, concrètement, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si on reste dans un système comme il est actuellement, de toute façon, il se tue lui-même, puisqu'il impacte ses propres facteurs de production de départ. Donc on voit bien qu'effectivement, il était temps dans les années 70 de commencer à s'inquiéter du fait qu'on est face à une problématique et que le système, il va falloir faire quelque chose. Et donc, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça. Et pas tant en action au départ, mais c'est-à-dire quels sont les courants de pensée qui vont pouvoir être développés par rapport à tout ça. Et c'est là que va émerger dans un rapport de 1987 la notion de développement durable. Et la notion de développement durable, elle va intégrer une notion hyper importante qui est le fait que l'économie durable, c'est l'économie qui permet aux générations actuelles de pourvoir à leurs besoins sans porter préjudice au fait que les générations futures vont devoir pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Et donc il y a une idée de long terme qu'on n'avait pas auparavant. Auparavant, on était vraiment sur une vision très court-termiste, ça marche, il y a encore un peu de matière, on continue. Et sauf qu'au bout d'un moment, on se pose la question des générations futures, et c'est ce que va mettre en avant le développement durable. Et on va voir émerger la notion qui est la notion de soutenabilité. La soutenabilité qui va prendre en considération des dimensions sociales, qui est la problématique de il faudrait peut-être partager correctement la valeur ajoutée. C'est quand même l'une des grosses choses qu'on voit dans les luttes citoyennes depuis toujours. Vous allez avoir une dimension humaine qui va être de dire il faut impérativement qu'on soit face à des personnes qui soient en bonne santé. Vous allez avoir une dimension environnementale en disant il est impératif d'avoir un environnement qui va bien, qui soit sain. Et vous allez avoir une dimension économique qui est mais malgré tout, il faut qu'on ait un minimum de croissance. Donc vous voyez, on n'a pas intégralement balayé l'idée de la croissance. Quand on est sur du soutènement durable, on est sur l'idée qu'on n'est pas dans de la décroissance, mais juste qu'il faut accompagner impérativement l'idée de la croissance avec quelque chose où on prend en considération des facteurs humains, sociaux et environnementaux. Et là, on va avoir émergé deux courants de pensée qui vont partir de la même chose. Et c'est relativement marrant de voir qu'on va partir de l'idée qu'il y a différents capitaux. Le capital social, qui va être les relations que peuvent avoir les individus entre eux. Le capital humain, qui est les qualifications qui ont l'intégralité des personnes, etc., que ça soit qualitatif, quantitatif, etc. Vous allez avoir le capital technique, et c'est là où on va se dire, parce qu'en fait, la solution, ça va être du progrès technique, et vous allez avoir, au-delà de ce capital technique, le capital économique. Et quand on a ces différents capitaux, répond l'idée que ce qui paraît pouvoir nous sauver, c'est le progrès technique. Le progrès technique, ça va nous permettre de faire en sorte que les dommages qu'on a causés à l'environnement, on les répare.
Vous avez par exemple un progrès formidable en Chine où vous avez des, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, vous avez des espèces de colonnes géantes en plein milieu des villes. Et quand on ne sait pas, ça peut être assez perturbant. Et en fait, c'est des possibilités, enfin des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir purifier l'air. Et donc, ils se disent, bon, bah, du coup, c'est pas grave, puisqu'on a du progrès technique, regarde, on peut continuer à polluer puisqu'on arrive à dépolluer. Le progrès technique, c'est aussi l'idée de se dire, bah, on va produire autrement, et c'est l'émergence de tout ce qui est produits recyclés, produits à base de produits recyclés, etc. Et donc, vous avez ces 4 capitaux-là, et vous allez avoir 2 écoles complètement différentes. Une école de la soutenabilité faible, c'est Solow. Solow, il va dire, vous êtes bien gentil, mais il y a tous ces capitaux, ils sont au même niveau, il faut arrêter de sacraliser le capital environnemental, etc. Le capital naturel. Le plus important, pour qu'on soit sur quelque chose où, transgénérationnellement parlant, ça fonctionne, donc qui est quand même le but du développement durable, eh bien, il faut juste qu'à la fin, on transmette un même stock de capitaux. Peu importe qu'au final, on ait atteint l'environnement, si on donne aux générations futures du progrès technique, du capital technique. Et vous allez avoir, par exemple, dans le système agricole, de dire, bah oui, effectivement, on pourrit les sols, mais la mécanisation, c'est du progrès technique, donc on est un peu bon, hein, puisqu'on arrive à un certain équilibre. Et vous avez l'idée de se dire, bon, bah, du coup, peu importe de quoi est constitué le capital global qu'on va donner aux générations futures, si on a atteint la planète, de toute façon, on a atteint quand même nos objectifs, puisqu'on a développé le progrès technique, par exemple. Et donc, du coup, humainement, c'est mieux, socialement, c'est mieux. Et donc, on est vraiment sur une idée que le capital naturel, oui, on le prend en considération, mais comme n'importe quel capital, et qu'à la fin, si on donne une enveloppe où il y a autant de capital, tout va bien. Et du coup, pour eux, il faut laisser jouer complètement la logique de marché. Et ils vont dire, ben, par exemple, quand vous avez du capital naturel, quand vous avez une matière qui commence à manquer, de toute façon, la logique de marché fait qu'elle devient beaucoup plus chère. Donc, si elle devient beaucoup plus chère, elle va être beaucoup moins demandée. Et puis, en alternative, on va essayer de développer d'autres choses. C'est-à-dire, on va vous dire, bah, regardez le pétrole, mais qu'est-ce que vous vous inquiétez? Au bout d'un moment, quand il n'y en aura vraiment plus beaucoup, ça va devenir tellement cher que les gens ne pourront plus s'en servir. Donc, il va falloir passer à autre chose et qu'il va y avoir des solutions alternatives qui vont être développées. Donc, pour eux, il suffit de laisser jouer complètement l'économie de marché et se dire que, de toute façon, au pied du mur, il faudra faire quelque chose. Sauf qu'au pied du mur, faire quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Quand revenir en arrière, ou en tout cas, ou alors essayer d'innover, ça suppose de revoir structurellement l'intégralité du système dans lequel on vit. On ne peut pas attendre d'être au pied du mur, parce que ceux-là, ils vous diront, mais quand tu seras au pied du mur, de toute façon, il y aura une solution. Et non, et c'est pas possible. C'est qu'en fait, par exemple, on le voit bien sur la problématique du pétrole aujourd'hui, on essaie de s'organiser maintenant. Il y en a encore. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus sur une problématique de pénurie. Sauf qu'il y a bien un moment où il faut revoir l'intégralité de notre système productif maintenant, si on veut arrêter cette dépendance à une matière qui va être, dans les dizaines d'années à venir, vraiment en manque quelque part. Donc vous avez cette idée-là, où le capital naturel est comme n'importe quel autre des 4 capitaux. Et vous avez une autre école qui, elle, correspond beaucoup plus à la notion de développement durable telle qu'elle avait été développée en 1987, qui va être de dire le capital naturel n'est pas un capital comme tous les autres. Et du coup, on n'est plus, comme tout à l'heure où on était sur les capitaux substituables, on est sur des capitaux complémentaires. Et de dire qu'en fait, on ne peut pas se permettre de faire le sacrifice du capital naturel, quand bien même on développe du capital technique à côté. Là, vous allez avoir, dans les précurseurs de cette notion-là, vous avez Dali. Alors, pas le peintre, hein, pas du tout. Dali, c'est une grande famille. Non, c'est un économiste qui est né dans les années 30, un économiste américain qui est toujours vivant aujourd'hui, d'ailleurs, je crois, et qui, lui, va vraiment dire on est obligé de préserver le capital naturel si on veut avoir une réelle soutenabilité, quelque chose de durable. Et lui va mettre en avant ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, où il va dire le problème qu'il y a, c'est que quand vous faites un progrès technique en mode, regardez, vous avez une certaine innovation qui va permettre que les voitures consomment moins. De recul, les gens se disent, bon, ben, c'est super, du coup, ça va réduire la consommation de pétrole, puisqu'on est face à des voitures qui consomment moins. Et en fait, ce qu'il a démontré, c'est que, du coup, si ça consomme moins, les gens vont se dire, bon, ben, du coup, au final, ça me coûtera beaucoup moins cher
au niveau de la consommation, donc je peux m'acheter une voiture. Et ils se rendent compte que quand on est sur des logiques où on a un progrès technique qui permet de faire en sorte qu'on consomme moins un capital, et ben c'est là où, du coup, les gens vont se mettre à acheter beaucoup plus de voitures qui, soi-disant, consomment moins. Et à la fin, quand on regarde dans la boucle, la consommation en soi, elle a largement augmenté. Et ils se sont rendus compte, vraiment, au niveau de la voiture, que qu'il y a des gens qui vous disent, ben moi, ce qui me bloque dans l'achat d'une voiture, c'est que le pétrole, ça coûte relativement cher et que je vois bien que ça consomme beaucoup, beaucoup trop de pétrole. Et quand on leur dit, ben regardez, vous avez une nouveauté, ça consomme 10 fois moins, ils vont se dire, bon, ben dans ces cas-là, moi, je peux me mettre à consommer. Donc individuellement, chacun consommera beaucoup moins que les individus d'avant, mais sauf qu'il y a beaucoup plus d'individus qui se mettent à consommer, et donc au final, vous avez une consommation générale qui augmente. Et du coup, vous êtes vraiment pris dans un truc où quelque chose qui se veut vertueux devient problématique derrière. Donc pour lui, il se dit vraiment, vous ne pouvez pas traiter le capital naturel de la même manière que n'importe quel capital sur les marchés. Et donc voilà, c'est ces deux écoles-là qu'on a aujourd'hui qui vont s'opposer sur l'idée de qu'est-ce que c'est que le développement durable. Voilà en gros le topo. Là, je vous l'ai fait rapide. C'est les attendus du référentiel de l'éducation nationale pour des élèves de terminale. Mais du coup, vous avez l'illustration de Camille qui vous permet justement de voir qu'elle a classé l'intégralité des idées et que vous avez la possibilité, juste en regardant ce visuel-là, un quart d'heure, même pas, même 5 minutes, de pouvoir dire, là, j'ai appris ça pendant ce débat-là, pendant cette conférence-là. Alors que si on vous interroge brut pour point sans visuel à la fin, vous allez dire, je ne sais pas, on a parlé un peu du développement durable. Ce qu'a fait Camille, c'est qu'elle vous a simplifié les choses, c'est qu'elle vous a fait tout le schéma de pensée et qu'elle vous a fait les différentes parties de la conférence et que vous pouvez réellement ça veut rien dire, vous pouvez réellement regarder le visuel et directement le transposer dans une discussion, etc. Ou même, vous avez le même visuel, vous avez entendu la conférence, vous pouvez soutenir la même chose en fait. Et ça qui est assez fort. Et le sketchnote, on s'en sert aussi beaucoup dans l'idée justement de dire à des gens qui doivent faire des présentations orales. Nous, on travaille des fois avec des étudiants qui doivent soutenir des choses en leur disant « Écoute, pour être à l'aise, arrête d'écrire plein de mots partout. Fais-toi un joli dessin où tu as tous tes mots-clés, où tu as tout qui s'enchaîne correctement, de telle sorte que si on t'interrompt, tu regardes ton visuel, tu sais où tu t'es arrêté de ton visuel, donc tu arriveras directement à recaler les choses. Et en plus, tu n'es pas pris de panique parce que tu as l'intégralité du support qui t'aide et qui est visuellement attractif, en fait. Donc voilà, en gros, la démonstration qu'on voulait vous faire ce soir par rapport à du sketchnote. Là, on est sur alors le sketchnote qui va permettre justement de comprendre la majorité des idées. Après, quand on travaille avec les étudiants et que c'est eux qui le font eux-mêmes, on met beaucoup plus de choses dessus parce qu'ils ont vraiment beaucoup plus d'attendus sur la mémorisation du support, quoi. Mais voilà, en gros, l'idée de ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Donc, je ne sais pas trop si ça vous parle ou pas, et si vous avez des questions concernant ce support que vous a fait Camille. Oui. Non, vous avez... alors, ce qui est assez sympa, c'est de se faire sa propre Bible de pictos. Mais sinon, vous avez énormément de pictos sur Internet. Ce qui est assez sympa, c'est de se dire, tiens, je veux développer cette idée-là, et vous tapez, je ne sais pas moi, réunion pictos, et on vous propose des pictos. Donc, soit vous avez même des bouquins qui vous proposent l'intégralité des pictos, soit vous avez, ce qui est assez chouette, c'est de se dire d'abord en amont, comment je visualiserai les choses, et de s'imaginer ces pictos ou ces illus, et de taper dans Google réunion pictos. Vous avez aussi le truc quand les gens ne sont pas d'accord, pictogramme qu'on vous propose, et chacun va se créer sa propre bible de pictogrammes. Et c'est assez chouette de faire comme ça. Mais sinon, oui, vous avez des livres aussi. Oui. Alors du coup, l'intégralité des idées, c'est ma manière de travailler à moi. Et c'est pas, par exemple, la manière de travailler de Camille, qui fait du direct et qui, elle, va faire au fil de l'eau
monter son sketch note avec les idées qui arrivent. Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, en règle générale, ma commande, c'est j'ai l'intégralité des choses et je les classe. En gros, si vous voulez faire quelque chose de simple au départ, c'est travailler avec du post-it. Quand on fait des formations de sketch note en entreprise, on travaille avec du post-it. En disant, voilà, ton intervention que tu veux faire, elle a combien de parties? Elle en a 5. OK, tu sors 5 post-it de la même couleur. Ça va être tes titres principaux. À l'intérieur de ces parties-là, tu vas développer combien de parties? Bah, tiens, dans la première, j'en ai 3. OK, tu sors 3 post-it roses. Dans la deuxième, j'en ai 2. OK, tu sors 2 post-it roses. Et à chaque fois, sur chaque post-it, vous posez une idée et vous posez un dessin. Et après, vous pouvez voir l'intégralité du contenu. Et quand vous avez tous vos post-it qui sont posés comme ça avec toutes vos idées, vous voyez comment vous les organisez. Voilà. Ah ben ça, il faut demander à Camille, du coup, comment faire du direct, parce que ça, c'est pas du tout ma partie à moi. Pardon. Pourriez-vous répéter votre question? Désolée. Alors, une bonne approche, enfin, moi, ce que je me dis, c'est que si tout ce qui n'est pas clé n'est pas sur la page, ça veut dire que ce n'était pas accessible. Moi, encore une fois, je ne suis pas économiste du tout, je suis une illustratrice, donc si je ne comprends pas ce qui a été dit, donc ça ne va pas être dessiné. Après, je ne sais pas si vous voulez poser une question plutôt par rapport à vous, comment le faire en direct ou... Oui, alors là, ça a l'air tout facile parce que, encore une fois, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais on a un petit peu triché. Comme Claire et moi, on a 2 approches très différentes du sketch-note. Donc moi, je fais que du direct et Claire fait que du non-direct, du post-événement. On a essayé de merger un petit peu les deux. Donc j'ai eu son cours en avance et sa structure et son storyboard. Et donc j'ai pu dessiner. J'ai même une anti-sèche ici. Donc, ce qui va se passer sur le reste du festival, par exemple, là, je n'ai absolument aucune idée de ce que les gens vont dire en avance. Je vais essayer de capturer leurs idées clés. Donc, j'imagine que ça va avoir l'air pour vous d'être peut-être moins fourni, d'avoir beaucoup plus de dessins, d'utiliser des métaphores visuelles dont Claire parlait tout à l'heure, métaphores visuelles pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Mais je vais essayer plus de représenter les actions, les transformations qui vont être mentionnées, de capturer les mots-clés et pour espérer de rendre le contenu plus accessible au public, quoi. Et sinon, mais comment commencer le sketch-note sinon par vous-même? Moi, j'avais conseillé une bonne technique, c'est par exemple de le faire quand on écoute des podcasts. Quand on écoute un podcast, on peut commencer à dessiner, prendre des notes, de capturer les mots-clés et après de plus en plus voilà, s'entraîner comme ça. Sur du direct, c'est un bon moyen, ça, pour écouter et voir. Oui, en fait, vous faites votre propre méthode derrière, en fait. Mais je pense que aussi la question de la dame, c'était est-ce qu'il y a des mots-clés? Oui, par exemple, on en discutait tout à l'heure avec Camille, parce que moi, ça me paraît juste waouh d'arriver à le faire en direct, je le ferai jamais. Et du coup, on en discutait, elle disait par exemple, il y a des mots-clés, par exemple le mot transformation, je sais que je vais le faire de telle manière ou de telle autre manière. Après, Camille, le truc, c'est que quand elle intervient en direct, si la personne elle a un discours structuré, c'est beaucoup plus simple aussi. Et en réunion, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si la personne, elle arrive, elle vous dit, bon ben voilà, on a un ordre du jour, on va traiter telle chose en premier, telle autre et telle autre. Déjà, vous avez 4 contenants que vous pouvez faire à la même échelle, et puis après, décliner à l'intérieur du contenant. Si la personne arrive, vous fait, oui, alors du coup, on va parler de ça, nanana, nanana, oh, puis ça me fait penser à ça. Il faut penser que la semaine dernière, il y a eu ça, et donc, du coup, la conséquence, ça va être ça la semaine prochaine. Et rappelez-vous, dans ce que je vous ai dit au début, il y avait ça qui était hyper important. Ben, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas compétente dans la prise de notes, c'est que dans n'importe quelle prise de notes, qu'elle soit visuelle ou pas, c'est quasiment impossible de prendre des notes correctement. Et là, dans ce moment-là, en général, vous rentrez et vous avez toutes les idées un peu partout et vous devez structurer parce que la personne n'avait pas structuré au départ. Donc c'est aussi, dans vos réunions, soit elles sont hyper timées et ça déroule, enfin j'imagine, parce que je le fais pas. Soit elles ne le sont pas, et effectivement, bon courage pour faire en direct, quoi. Mais c'est vrai que l'idée de le faire avec les podcasts, ça peut être rigolo.
Oui, pour le faire. Des podcasts. Ouais. Ouais. Pardon, ça aide beaucoup. Après, encore une fois, c'est vraiment une approche différente. Il y a beaucoup plus de dessins en direct. Pour ma part, il y a beaucoup plus de dessins et de mots-clés détachés. Par exemple, la citation qui est ici sur Rapport Meadow, c'est quelque chose, recopier une citation directe assez longue à un gros paragraphe, comme ça, en direct, c'est pas vraiment possible, quoi. À moins qu'il soit écrit sur la présentation, sur le PowerPoint, et je vais pouvoir le noter, c'est quasiment impossible. Ce qui se passe quand moi je fais du direct, c'est qu'au lieu d'avoir une anti-sèche, là où je sais tout ce qui va se passer en avant, j'ai mon carnet et c'est couvert de mots-clés, en fait. Donc je dessine, et puis en attendant, j'écoute et je note tous les mots-clés qu'il va falloir qui vont apparaître ensuite là-dessus. Donc si vous revenez sur le festival ce week-end, vous aurez l'occasion de me voir faire 2 trucs à la fois en fait. Voilà. Oui, alors ils seront accessibles sur tous les réseaux sociaux du festival. Donc il faut suivre la Citéco sur Instagram notamment. Tout va être posté là, et j'imagine ensuite sur le blog, etc. Oui, tout sera accessible à ce moment-là. Et pendant les conférences aussi, ce sera montré à certains moments. Mais pour ceux qui sont là ce soir et qui seront là ce week-end, vous verrez un peu la différence. Il y aura beaucoup moins de texte et des plus gros dessins. Et vraiment, pour ceux qui soutiennent à l'oral, moi je peux vous montrer. Hein. Moi, à chaque fois que je soutiens, j'ai des trucs comme ça. Alors, c'est un peu plus moche que quand c'est Camille qui le fait, on est d'accord. Mais pour le coup, bon, là, ils sont un peu énormes hein, parce que je savais que je ne les sortirais pas plus que ça. Mais pour le coup, vous êtes obligé de structurer correctement votre discours pour pouvoir arriver à faire votre sketch note au départ. Et c'est assez simple aussi parce que vous vous rappelez que dans une partie, il y a 3 sous-parties, etc. Et si vous les avez devant vous quand vous soutenez, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes interrompu, vous savez où vous en êtes. Ou alors quand vous avez quelqu'un qui va vous poser une question, vous soutenez un truc, puis quelqu'un vous pose une question, et vous savez très bien que c'est pas à cet endroit-là, vous pouvez très bien lui dire, non mais vous inquiétez pas, on va le développer dans la partie 2, dans la 3e partie, là, parce que vous voyez visuellement que le concept, il est écrit à tel endroit. Alors que si vous avez une présentation Word, bah, vous dites, ouais, je sais pas, c'est pour plus tard, quoi. Mais là, on se dit, ouais, elle maîtrise son sujet. En fait, elle ne maîtrise pas plus que quelqu'un qui n'est pas passé par ce visuel-là. Sauf qu'avec ce visuel-là, vous allez pouvoir lui dire, non mais t'inquiète, ça, on va le développer dans la partie 2, parce que tu verras, dans la partie 2, on va parler de ça, 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 et du coup, ça fera référence à la question que tu me poses. Et du coup, nous, on travaille beaucoup comme ça quand on forme des gens justement à soutenir avec le sketch-note, c'est que ils doivent d'abord structurer correctement leur discours pour pouvoir le sketch-noter, et en plus, derrière, il y a toute une soutenance, on fait une formation où je travaille avec un spécialiste de la communication orale, et la personne, quand elle soutient, on lui pose 10 000 questions, et ils se rendent compte qu'avec ce support-là, ils sont beaucoup moins décontenancés que s'ils avaient eu quelque chose où c'était écrit littéralement, en fait. Donc, quand vous pouvez, par exemple, si vous n'arrivez pas à faire du direct, ce qui en soi, je vous comprends complètement, si vous n'arrivez pas à faire du direct, dites-vous dans un premier temps, peut-être que vous pouvez préparer des interventions. Préparer une réunion en disant bon ben voilà, je me fais mon sketch note de support de révision, de soutenance, et je me sers de ça. Et vous pouvez voir l'impact que ça va avoir sur la tenue de votre réunion même, en fait. Et c'est un support qui est assez intéressant à faire en amont même d'une réunion. La personne qui va soutenir la réunion, c'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir le support au départ. Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Le sketch note, c'est formidable. Si vous devez retenir un truc ce soir, c'est celui-là. Oui. Oui, il y a ce truc-là du... Ouais, après, moi, je sais qu'à part la couleur rouge, qui veut dire en général danger, c'est pas super. Le vert qui veut dire c'est un peu mieux. Non, en général, moi, c'est plus le côté
Ben, selon la personne qui commande le sketch-note, bien souvent, elle a une charte graphique qui est un peu définie. Quand on va travailler pour un magazine d'une certaine municipalité, elle va vous dire mes couleurs, ça va être celle-là, quoi, pour le coup. Et vous savez que vous n'allez pas déroger parce que si vous lui mettez du rose alors qu'elle a tout son magazine avec des titres en bleu, ça ne va pas aller du tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Après, le changement de couleur, ça peut être aussi quelque chose de structurant. C'est-à-dire que vous allez développer une idée et qui va être dans un fond vert en haut et qui a un certain intérêt en haut. Et après, vous pouvez avoir plusieurs blocs dans des couleurs différentes pour dire, bon ben voilà, c'est pas la même idée qu'on développe, etc. Vous pouvez vous en servir comme élément de structure, vraiment de la couleur. Après, à part le code rouge, c'est pas génial, vert, c'est un peu mieux. Moi, j'avoue que j'ai pas de référence chromatique au-delà de ça. Je suis limitée à ça. Pour ma part, pour la couleur, je ne sais pas si c'est bien, si vous m'entendez. Mais c'est une très bonne question. Pour les besoins du direct, on a souvent une palette très limitée. Comme Claire le disait, moi je pars toujours de la charte graphique de la personne qui me demande de faire le dessin. Et je l'adapte en fait. Et c'est très monochrome, donc ça veut dire que je fais souvent du noir et blanc ou du gris foncé et blanc. Et je porte l'accent avec la touche de couleur qui est la couleur un petit peu, une ou deux couleurs, mais vraiment pas plus, qui sera celle de l'organisation que je représente. Après, il y a un autre truc qui est assez important dans le dessin, qui si peut-être quand vous êtes à distance, vous ne voyez pas forcément, mais c'est tout ce qui est opacité, ombre, etc. Où là, on va soutenir, on va surligner certains aspects aussi. Et ça, on peut jouer là-dessus aussi. Donc, il n'y a pas que la couleur, il y a aussi l'opacité sur laquelle on peut jouer pour faire ressortir certaines idées plutôt que d'autres. J'ai l'impression d'hurler dans le micro. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres questions? Est-ce que vous êtes tous convaincus quand même que le sketch-note, c'est formidable? Bon, ben voilà. Mais c'est ça. Comment? Oui. Ouais, et pour le coup, c'est... Ouais. Oui, mais après, justement, entraînez-vous petit à petit à essayer de traduire ce que vous avez à traduire en mots, à essayer de le faire en visuel. Oui. Les deux. Et par contre, ce qui est hyper important, par contre, c'est qu'il ne faut pas faire du joli pour du joli. Le défi, c'est aussi la structure, justement. C'est ça. Et s'il y a des étudiants ou des professeurs dans la salle, c'est vraiment un outil dont il faut se saisir. Enfin, moi, je sais qu'en tant que prof, ça a été formidable avec les élèves. Alors, c'est compliqué au départ. Hein. Oui, bonjour, on va faire un sketch note. Non. Et donc, au début, je les faisais, je leur donnais les miens, et puis petit à petit, ils ont fait les leurs. Mais, et du coup, c'est un outil, si il y a des profs, si vous transmettez ça à vos élèves, déjà, vous savez directement s'ils ont compris ou pas, mais en plus, vous savez qu'ils vont s'en servir mais en permanence dans leur vie après, quoi. Et c'est ça qui est chouette. C'est que je trouve qu'on n'a pas assez d'outils, de méthodes, en fait, à transmettre aux élèves en leur disant, mais ça sera transposable dans n'importe quelle matière et ça sera transposable dans n'importe quelle situation de ta vie, soit que tu es à soutenir, soit que tu es à prendre des notes, quoi. Et finalement, on a tous des métiers où à un moment où on soutient, où on prend des notes. Et pour le coup, c'est vraiment un outil à transmettre au-delà simplement de l'apprentissage scolaire, quoi. Et pour les étudiants, pour les révisions, c'est génial. Moi, j'ai fait toutes mes études, j'ai fait des études de droit. Et pour le coup, je faisais toujours des visuels, des sketch notes, bon, à ma façon, hein, mais pas à la façon de Camille, c'est pas aussi joli. Mais du coup, je savais que quand j'avais fini un chapitre, je le sketch notais et après, j'avais plus besoin de me poser la question. Et la veille des révisions, j'avais tant de sketch notes, j'avais tant d'heures. Ça veut dire qu'il fallait que je passe 5 minutes à photographier n'importe quel sketch note, chacun des sketch notes. Et la période de révision, c'était juste la veille, je photographie l'intégralité de mes sketch notes dans ma tête. Et une fois que je les ai photographiés, je les ressors le jour J.
Et c'est ça qui est assez chouette, parce que je perdais pas mon temps à réécrire mon cours en tout petit, de toutes les couleurs, machin, et du coup à me retrouver la veille en mode il faut que je me réapproprie le contenu, parce que sinon ça va être compliqué. Et du coup, je prenais beaucoup de temps justement à faire les sketch notes, etc. Mais par contre, la veille, les révisions, c'était ultra rapide, quoi. Et c'est ça qui est pratique dans cet outil-là. Mmh. Oui, après, les émotions qui vont servir à donner un avis sur la chose. C'est-à-dire que vous avez le côté, le personnage sourit, ça veut dire que ça, c'est quelque chose vers lequel il faut aller et qui est bien. Et le personnage qui fait la tête... Pour travailler sur la mémorisation. Mmh. D'accord, là j'avoue que j'ai pas du tout de... Ouais, alors là j'ai pas du tout de connaissances là-dedans. Ouais, alors quand vous en parlez, je comprends à peu près, mais juste le transposer, par exemple, sur une leçon de maths ou d'économie, quelle émotion... Déjà, je pense que ça génère pas la même chose chez tout le monde. Techniquement, je le vois moins, en fait. Peut-être que je peux essayer de répondre, mais je pense que c'est hyper intéressant comme question, en fait. Et moi, quand je fais du dessin en direct, encore une fois, ici, on le sait à l'avance, donc c'est vraiment pas la même approche de d'habitude. On a essayé de faire quelque chose un peu hybride entre Claire et moi, entre nos deux approches. Mais quand je capture en temps réel, par le biais du dessin, un événement, et notamment tout ce qui est participation du public, etc., ça va être autant capturer ce qui est dit, mais aussi les réactions du public, l'atmosphère qu'il y a dans la salle. Et pour ce faire, on utilise beaucoup les métaphores visuelles, encore une fois. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser certains... Je ne vais pas dessiner des portraits des gens, en fait. Jamais. Jamais je me permettrai de faire un portrait de quelqu'un qui est dans la salle et de dire, voilà, j'ai l'impression que cette personne ressemble à ça. Je vais dessiner ce qu'elle a à dire et ce qu'elle ressent. Et je vais m'aider de plein de trucs pour ça. Je vais pouvoir dessiner certains personnages, mais ce sera juste pour justifier mon propos. Ce ne sera pas du tout pour décrire cette personne. Je ne sais pas, elle va... Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour expliquer une métaphore visuelle? Au lieu de dessiner quelqu'un qui dit « j'ai une idée », je vais dessiner quelqu'un qui a une petite ampoule au-dessus de la tête, par exemple. Mais ça peut se retranscrire sur plein d'émotions et il y a énormément de moyens de le faire. C'est un peu difficile à résumer comme ça en une réponse, mais on peut utiliser... Le dessin permet tout, en fait. Il n'y a aucune limite au dessin. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut représenter. C'est pour ça que c'est magique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui. Excusez-moi, j'entends. Oui, vous faites avec des feutres. Au niveau des moyens? Oui, alors moi, quand j'ai commencé, c'était toujours sur les murs, marqueurs, etc., escabeaux, enfin, c'était des trucs rendus grandeur nature. Le digital, tout ce qui est numérique, pardon, tablette, iPad, ça s'est beaucoup développé, notamment durant le Covid, parce que tout est passé en virtuel, merci. Donc, par exemple, au lieu d'avoir sur Zoom les petits carrés avec tous les participants, moi, mon carré, c'était ça, en fait. Et ça permettait quand même un petit peu plus avoir une autre impression. Et je dois dire que depuis le Covid,
on s'est rendu compte quand même de notre impact. C'est assez dans le thème en fait. On s'est vraiment rendu compte de notre impact écologique de notre métier. C'est-à-dire que moi, quand je faisais des grands boards, des grands papiers à dessin, que j'utilisais des marqueurs, au final, les papiers, ça devenait des rouleaux. Alors, il y avait peut-être des gens qui voulaient en afficher certains, mais la plupart du temps, je devais quand même les digitaliser au final. Que l'encre et les marqueurs, d'accord, alors j'utilise autant que je peux du papier recyclé, des marqueurs qu'on peut remplir, mais il y a quand même un énorme impact. Et aussi, encore plus important, c'était que moi, avant, je voyageais énormément. C'est génial, mais donc je me rendais sur place. Mais aujourd'hui, je peux le faire de... Bon, en l'occurrence, je suis venue à Paris, mais aujourd'hui, je peux le faire de Bristol, là où je vis. Enfin, je peux faire une conférence au Japon. Bon, faut se lever tôt ou tard, voilà. Mais ça... Quand même, le Covid a révélé un petit peu ça, et je dois dire que maintenant, je suis très frileuse quand on me demande de faire de l'analogue, et je leur demande vraiment les raisons. Je le fais quand c'est propice au lieu, quand c'est pour une raison particulière. Par exemple, j'ai fait une performance il y a quelques mois, c'était sur des fenêtres en fait. Et c'était vraiment pour la performance, etc. Mais quand c'est juste pour faire un résumé de facilitation graphique, je ne vois pas forcément l'intérêt de le faire encore aujourd'hui avec tout ce qu'on sait sur du papier, alors que je sais que ça va se terminer en rouleau dans un coin de la pièce. Peut-être qu'on l'affichera un jour, mais voilà. Merci. Ah, il y a une autre question. Oui. Oui, mais il va encore être accessible, et il va être accessible à plus de monde. Bien sûr. Oui, c'est du stockage, et j'avoue que sûrement là, ma méconnaissance du sujet m'aide un petit peu et ma naïveté sur cette chose-là. Je trouve quand même néanmoins que voyager moins et utiliser moins de papier, dans ce cas-là, c'est quand même mieux. Après, on a aussi beaucoup de nouvelles attitudes à avoir. Tu vois, par exemple, prendre en compte quand j'envoie un fichier lourd, de toujours l'effacer ensuite. Après, c'est une nouvelle attitude à avoir, de nouvelles habitudes à prendre, c'est sûr. Pardon ? Exactement. Mais aussi savoir que les fichiers numériques, ça peut toujours se mettre à jour. C'est-à-dire que moi, très souvent, on me demande de reprendre des sketch notes que j'ai fait il y a un an pour les mettre à jour. Et ça, si c'est sur du papier, il faut tout recommencer, quoi. Donc, il y a plus de pérennité, en fait. C'est plus durable dans ce sens-là. Mais déjà, merci. Non, c'était juste pour préciser qu'il y a un ouvrage de Claire Fuma qui s'appelle L'écho en sketch note qui est disponible à la boutique librairie si ça vous intéresse. Voilà. Bonne soirée.